Les matins de France Culture, Jean Lémarie. Une vie comme un kaléidoscope et une œuvre lumineuse à l'image de cette vie. Dans quelques jours, le 28 janvier, nous allons commémorer les 150 ans de la naissance de Colette. Colette, l'auteur de la série des Claudines, du Blé en herbe, de La naissance du jour, de Chérie, la sensible et la sensuelle, l'amoureuse bien sûr d'hommes et de femmes, l'artiste de music-hall qui fait scandale sur scène à moitié nue dans le Paris d'avant-guerre, la journaliste prolifique, la figure des lettres françaises à la fin de sa vie, icône archi-photographiée dans son appartement du Palais Royal à Paris. Et puis finalement, en 1954, à sa mort, la première femme à avoir des funérailles nationales. Beaucoup d'images contrastées, colorées, images connues, peut-être trop connues. Mais au bout de ce kaléidoscope, qui était Colette ? C'est ce que nous allons voir ce matin avec nos invités que je salue. Trois amoureuses et amoureux de l'écrivaine. Bonjour Sabine Audepin. Bonjour. Comédienne, grande carrière au théâtre et au cinéma depuis vos débuts chez François Truffaut. Vous êtes aussi, on ne le sait pas forcément, une passionnée de Colette. Vous êtes notamment marraine de l'association La Maison de Colette. Bonjour Emmanuelle Lambert. Bonjour. Romancière et essayiste, vous venez de publier chez Gallimard un beau livre très personnel. Sidonie, Gabrielle, Colette. Et je salue enfin Frédéric Maget. Bonjour. Bonjour. Président de l'association des Amis de Colette, la référence sur Colette. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à l'écrivaine, dont le Cahier de Lerne que vous avez co-dirigé, qui sera réédité dans quelques jours avec un beau titre. Colette, toute ma peau a une âme. Ça dit beaucoup, ça, déjà, de Colette. Pour commencer, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas Colette, le mieux, c'est certainement d'entendre ces mots. Et vous avez eu, Sabine Audepin, la gentillesse de venir avec Colette, un livre de Colette, et de choisir un premier extrait que vous allez nous lire ce matin. Qu'avez-vous choisi ? J'ai choisi un extrait de Ma mère et les livres, qui est dans la maison de Claudine. Voilà. On vous écoute. Des livres. Des livres, des livres. Ce n'est pas que je luse beaucoup, je lisais et relisais les mêmes, mais tous m'étaient nécessaires. Leur présence, leur odeur, les lettres de leur titre et le grain de leur cuir. Les plus hermétiques ne m'étaient-ils pas les plus chers ? Les 20 volumes de Saint-Simon se relayaient au chevet de ma mère la nuit. Elle y trouvait des plaisirs renaissants et s'étonnait qu'à 8 ans, je ne les partageasse pas tous. « Pourquoi ne lis-tu pas Saint-Simon » me demandait-elle. « C'est curieux de voir le temps qu'il faut à des enfants pour adopter des livres intéressants. » Beaux livres que je lisais, beaux livres que je ne lisais pas. J'y connus bien avant l'âge de l'amour que l'amour est compliqué et tyrannique et même encombrant puisque ma mère lui chicanait sa place. C'est beaucoup d'embarras, tant d'amour dans ces livres, disait-elle. Mon pauvre Minet chéri, les gens ont d'autres chats à fouetter dans la vie. Tous ces amoureux que tu vois dans les livres, ils n'ont donc jamais ni enfants à élever, ni jardin à soigner. Les tentants abîmes de la peur, ouverts dans maints romans, grouillaient suffisamment si je m'y penchais de fantômes classiquement blancs, de sorciers, d'ombres, d'animaux maléfiques, mais cet au-delà ne s'agrippait pas pour monter jusqu'à moi, à mes tresses pendantes, contenus qu'ils étaient par quelques mots conjurateurs. Tu as lu cette histoire de fantôme, Minet chéri, comme c'est joli, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose de plus joli que cette page où le fantôme se promène à minuit sous la lune dans le cimetière, quand l'auteur dit, tu sais, que la lumière de la lune passait au travers du fantôme et qu'il ne faisait pas d'ombre sur l'herbe? Ce doit être ravissant, un fantôme. Je voudrais bien en voir un, je t'appellerai. Malheureusement, il n'existe pas. Si je pouvais me faire fantôme après ma vie, je n'y manquerais pas pour mon plaisir et pour le tien. Les mots de Colette pour commencer cet entretien. D'un mot justement, Sabine Audepin, pourquoi ce passage-là pour nous faire entrer ou rentrer dans l'œuvre de Colette ? Mais je crois à la passion du verbe et des mots qu'avait Colette et qu'elle a eu très très tôt, comme elle en parle là, et voilà que je partage avec Frédéric elle. Maget, quelle Colette reconnaissez-vous là dans cette page que Sabine Audepin vient de nous lire ? Peut-être une Colette plus inattendue qu'on ne le pense, c'est-à-dire une Colette qui a eu très tôt accès à la littérature, beaucoup plus tôt que les jeunes filles de son temps. Elle a eu la chance d'avoir une mère, Sido, qui avait
une conception du monde et de l'éducation très, très moderne. Elle n'avait interdit qu'une seule chose dans la maison de Saint-Sauveur en Puisaye, les livres pour enfants qu'elle trouvait stupides et niais. Et donc, dès l'âge de 5-6 ans, ses enfants, et à commencer par sa fille, ont eu un accès très libre à la littérature. Vous l'avez entendu, elle va pouvoir lire Saint-Simon, par exemple, elle va pouvoir lire Balzac, elle va pouvoir lire Zola. Elle va avoir une culture littéraire beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Elle qui, c'est vrai, a passé près d'un demi-siècle à dire qu'elle était un auteur anti-intellectuel, sans formation, sans vocation, mais faut-il toujours la croire? Je ne suis pas une écrivaine. Combien de fois l'a-t-elle dit ça, effectivement? C'est bien parce que l'extrait que vous avez choisi, Sabine Audepin, nous plonge immédiatement à l'origine, au tout début, à l'enfance, à Saint-Sauveur, à cette maison bourguignonne, et puis aussi à l'entourage de cette figure centrale, Sido, la mère de Colette. Parlez-nous de Sido, Emmanuelle Lambert. Qui était-elle? Je pourrais difficilement en parler mieux que Colette elle-même, qui en a fait quand même l'un des personnages centraux de son œuvre, sinon le personnage principal. Et ce qu'on entend dans cet extrait, ce qu'ont dit Sabine et Frédéric est tout à fait juste, mais pour moi c'est à la fois le début de Colette écrivain, donc qu'elle attribue à ce legs de sa mère, ce legs des livres, mais c'est aussi la fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très, je crois, symptomatique et qui se révèle dans tout son éclat quand elle parle de sa mère, ce qui n'est pas tout à fait un hasard, évidemment. C'est qu'elle évoque les livres d'abord en passant par les sens, par la vue, par le toucher, par l'odorat. Et peu à peu, ce qu'elle construit dans cet extrait, c'est quasiment comme une théorie souterraine de la littérature. Et ça passe par la voix de sa mère. Là encore, alors là, pour le coup, on a l'oreille, on a carrément l'ouïe. Ça passe par la voix de sa mère qui lui explique tout simplement que écrire des livres, c'est jouer avec des fantômes. Et donc, non seulement elle met en scène sa mère qui lui transmet ce rapport à la beauté des choses et à la résurrection littéraire, mais en mettant en scène sa mère, elle la ressuscite elle-même. Donc elle a beau dire qu'elle n'est pas écrivaine, là ce qui vient d'être lu magnifiquement par Sabine, c'est précisément de manière tout à fait éclatante l'art de la résurrection de l'écrivain. Et là où ça se manifeste, à mon sens, de la manière la plus extraordinaire chez elle, c'est quand elle évoque les êtres qu'elle a aimés, particulièrement sa mère, mais on pourra en reparler. Il y a toute sa famille qui quand même vaut le détour, à commencer par son père, le fameux capitaine, et ses frères qu'elle appelait les sauvages. Frédéric Maget, les vrais débuts de Colette dans l'écriture, c'est plus tard. Elle est jeune femme. Alors, je ne vais pas déployer tout ce que vous connaissez beaucoup mieux que moi. C'est la biographie, littéralement, de Colette. Mais c'est ce premier mariage avec ce personnage extraordinaire qu'était Villy. En quelques mots, qui était Villy? Et puis, on va entendre la voix de Colette parler de ses vrais débuts officiels dans l'écriture. Je pense qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui qui pouvait être Henri Gauthier-Villard, alias Willy, alias Henri Mogis, alias l'ouvreuse du cirque d'été. Avant même que Colette ne l'épouse en 1893, il est déjà une personnalité très reconnue du Paris tout littéraire. C'est un critique musical recherché, redouté, craint, grand défenseur de la musique de Wagner et aussi de la jeune avant-garde musicale de son temps. Un homme cultivé, très drôle, mais qui a une conception de la littérature, disons, assez commerciale et assez légère dans le fond. Il a inventé donc ce que Colette va appeler les ateliers, c'est-à-dire une sorte de fabrique de la littérature, puisqu'il doit rendre beaucoup de copies à la fois aux journaux, mais aussi fournir beaucoup de romans gais, légers, mais en même temps très recherchés. Donc il a réuni autour de lui toute une jeune génération d'écrivains, de musicologues, à qui il commande des passages, des textes, et puis lui il met tout ça en forme et il publie sous son nom, sous un nom qui est en fait une marque, Willy. Et c'est cet homme-là que Colette va épouser en 1893. Lui qui très vite va deviner chez sa jeune épouse des qualités, puisqu'on le sait, dès les premiers mois du mariage, il se marie au mois de mai 1893, et dès l'été, le mois de septembre, en guise peut-être de voyage de noces, il l'a fait travailler, un travail de secrétaire, de copiste, et puis très vite lui donne de plus en plus de responsabilités, jusqu'à ce qu'un jour, il lui conseille d'écrire ses souvenirs d'écolière, mais ça, c'est déjà une autre histoire. Elle se met à écrire et Colette raconte la suite, on l'écoute. Quand j'ai eu fini, alors j'ai remis à la maison mère ce que j'avais écrit sur des cahiers, dont d'ailleurs
il m'avait fallu retrouver les cahiers, les mêmes que j'avais à l'école, parce que sans ça, je crois que je n'aurais jamais pu écrire. Alors j'ai eu les mêmes cahiers, et puis j'ai écrit, et quand j'ai eu fini, j'ai remis ma copie, et M. Willy a pris connaissance des manuscrits, et il a dit tout de suite, ben non, je ne vois pas bien, non, vraiment pas, à quoi ça pourrait servir, et on a laissé les cahiers là. J'ai trouvé ça très, très juste et très, sans doute très légitimé par la médiocrité des souvenirs que j'avais consignés sur mes cahiers d'école. Il y a donc eu une redécouverte de Claudine par la suite. Ah, mais je crois bien. Oh, quelle vieille histoire. Il y a eu un an, oh oui, un an après, probablement. Un an après, M. Willy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers et il a dit, tiens, je ne croyais pas que je les avais laissés là. Et puis il en a repris un. Et puis, il a repris le second, et puis le troisième, le quatrième, je ne sais plus du tout combien il y en avait pas mal, vous savez. Et alors, il a eu, en effet, une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit, « Nom de Dieu, je ne suis qu'un con. » Et puis, il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Ollendorff. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain. Et voilà comment tout a commencé. Les auditeurs ne vous voient pas, mais je vous voyais rire en écoutant, en réécoutant Colette tous les trois. Elle est bien là aussi. Ça a commencé aussi simplement que ça, vraiment, Emmanuelle Lambert, Sabine Hautepin. Ce que je trouve très très drôle dans l'extrait, je pense que c'est les entretiens avec Parinaud, c'est que c'est désopilant de sentir derrière cette férocité qu'elle a quand elle parle de Willy en l'appelant entre guillemets la maison mère, enfin c'est-à-dire l'atelier d'écriture quoi. Et on sent ce qui est fantastique, c'est ça, c'est cette férocité rétrospective vis-à-vis de cet homme qui en effet est à l'origine de son écriture, de cette carrière, de tout ça, mais en même temps, d'un côté, elle reconnaît ce qu'elle lui doit, mais de l'autre, il y a un gouffre de ressentiment. Il y a de quoi quand même. Racontez-nous, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, la suite de l'histoire avec Willy, elle est redoutable à cet égard, Emmanuelle Lambert. Alors moi, comme je pars des livres de Colette, c'est toujours ça ma méthode. Il y a un livre absolument impitoyable qui s'appelle « Mes apprentissages », qui est une autobiographie en images, puisqu'elle convoque des photographies, qu'elle écrit après la mort de Willy. Ils sont divorcés depuis longtemps, il est mort, et où elle l'exécute une deuxième fois, enfin une fois définitive, c'est-à-dire qu'elle l'enterre, et pas tout à fait avec les honneurs, elle en dresse un portrait terrible. Elle dit qu'elle avait peur de lui, elle dit qu'il l'enfermait. Enfin, voilà, c'est quand même... Ce qu'elle écrit est assez redoutable. Et la férocité dont parle Sabine, je pense qu'effectivement, elle a dû garder ça toute sa vie, un mélange d'amour et de ressentiment, parce que Willy a été son premier grand chagrin d'amour. Ça, elle l'a écrit également, qu'elle a failli mourir d'amour quand elle s'est rendue compte qu'il la trompait, parce qu'il était bien évidemment coureur, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Après, sur les histoires juridiques qu'il y a eu entre eux, ça, je vais laisser Frédéric vous l'expliquer, il est bien mieux placé que moi, mais ça a été un combat impitoyable pour qu'elle puisse récupérer le droit de mettre son nom sur son œuvre. Parce que littérairement, il a à la fois aidé, il a même permis de se révéler, et en même temps, il a fait quelque chose de terrible. Racontez-nous ça. Alors, quelque chose de terrible, ça, c'est ce que Colette va dire dans Mes apprentissages. Il ne faut pas toujours la croire, Colette. Non, il ne faut pas toujours la croire. Vous l'avez entendu dans l'extrait d'André Parinaud, Colette est dans la représentation permanente, à la fois dans son discours et aussi dans ses écrits. Elle construit une image d'elle-même. Colette donc écrit ses souvenirs d'écolière. On imagine qu'elle a commencé à travailler à l'été 1895. Comme elle le raconte, donc Willy a laissé de côté les manuscrits et les a ressortis probablement un peu avant 1900. Et Claudine à l'école, le premier volume, est sorti chez Ollendorff, signé par Willy, puisque c'est la règle des ateliers. Je l'ai dit tout à l'heure, Willy, plus qu'un nom d'auteur, c'est une marque, un atelier. De toute façon, Colette n'avait absolument pas envie de signer cet ouvrage. Elle va le dire d'ailleurs à l'époque. Surtout, ne m'attribuez rien, à Willy toute la gloire. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, on l'a un peu entendu,
elle ne se rêve pas une carrière d'écrivain ou d'écrivaine. Donc, elle ne voit absolument pas de mal à ce que ce texte soit publié sous le nom de Willy. En plus de ça, Claudine à l'école est effectivement une évocation de ses souvenirs d'écolière, mais c'est aussi un roman vengeance, le premier d'une longue série, où Colette va se venger des habitants de Saint-Sauveur, qui s'étaient assez mal comportés à l'égard de ses parents, et elle en fait une caricature absolument terrible. C'est un peu comme si elle avait signé son crime, si vous voulez. Donc, dans un premier temps, Colette ne voit aucun mal. Et puis, le succès arrive, les dizaines de milliers d'exemplaires. Willy sent qu'il a touché le gros lot et il va commander à Colette des suites. Donc, Claudine à Paris, Claudine emménage, Claudine s'en va. Ça va devenir le plus gros succès commercial de la Belle Époque. Colette n'y voit rien à dire jusqu'à ce que le couple se sépare, qu'elle se retrouve toute seule, sans revenu. Et là, elle réalise... C'est quelle année ça à peu près ? Ils se séparent en 1905-1906 et en 1909, elle va apprendre une chose. Willy a vendu les droits des Claudine aux éditeurs et elle est dépossédée définitivement de la propriété de ses œuvres. Et c'est là que va se révéler chez Colette une conscience d'écrivaine, puisque d'un seul coup, elle se rend compte que elle est une écrivaine au sens même commercial. Elle a des revenus, elle a des droits, qu'elle vient de tout perdre à cause de ce contrat tacite signé avec son premier mari. Et entre-temps, elle s'est révélée aussi une autre nature. Je me tourne aussi vers vous, Sabine Hautepin, une femme de scène extraordinaire. Femme de scène extraordinaire. Colette, la découverte de la pantomime, le musical, la vie d'artiste et des spectacles qui font scandale à peu près à cette période, 1906-1907, notamment ce qu'on a appelé le scandale du Moulin Rouge. Racontez-nous ça. Eh bien, elle s'est produite avec sa compagne de l'époque, Missy, qui était une femme qui était la fille du duc de Morny. Et elle s'est produite c'était au Moulin Rouge, c'est ça, dans un spectacle de mime où elles avaient chacune, Missy était dans un rôle Colette était dans un rôle de séduction vis-à-vis de Missy, et toute l'aristocratie de l'époque, il y a eu une cabale qui est venue assister au spectacle et qui a hué et Missy et Colette. Et le préfet Lépine est intervenu absolument, à l'époque. Oui. Et interdiction du spectacle. C'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que Colette, à la fois, n'était absolument pas contre le scandale et en même temps demandait à ce qu'on respecte sa privacy, comme on dirait aujourd'hui. Les deux à la fois. Emmanuel Lambert, je vous voyais opiner en écoutant Sabine Hautepin. Oui, c'est-à-dire que le préfet Lépine interdit surtout à Missy de se produire sur scène, parce que le vrai scandale, c'est le travesti. C'est elle. Voilà, c'est cette femme qui a vécu une vie de travestissement. Elle était totalement habillée en homme. Elle avait essayé de faire disparaître tout signe extérieur de féminité. Donc elle s'était coupé les cheveux, elle avait bandé ses seins, elle mettait des chaussures plus grandes que sa pointure qu'elle rembourrait. Donc elle avait vraiment une allure très virile. Et d'ailleurs, les photos de la fin de la vie de Mathilde de Morny sont troublantes. Elle a vraiment l'air d'un vieux monsieur. Et donc le vrai scandale n'était pas tellement, à mon sens, qu'on se produisait sur scène plus ou moins dénudée. Colette était moins dénudée que ce qu'on croit. On lui a fait une réputation de danseuse nue, mais elle n'a jamais été complètement nue. Elle montrait de temps en temps un sein, voire deux, parfois. Le vrai scandale, c'était dans l'exhibition publique de cette relation amoureuse qui était tout à fait tolérée lorsqu'elle était cachée, lorsqu'elles étaient dans des cercles restreints. Il y avait des salons, le fameux salon lesbien de Nathalie Clifford Barnet, où Colette d'ailleurs a appris la scène, a fait ses débuts. Mais dès qu'il s'agissait de l'exposer publiquement, et qui plus est comme un couple harmonieux, qui vit sa vie d'artiste ensemble, qui s'entendait, à cette époque, Colette s'entendait encore bien avec Willy. Donc il était dans la salle, il a perdu d'ailleurs un de ses boulots à la suite de ce scandale, c'est retombé sur lui. Alors là c'était un défi à l'ordre social. Et le courage de Colette aussi. Et le courage de Colette. Et le courage de Colette et le courage de Missy, c'est-à-dire toutes les deux. Il y a quelque chose de très intrépide et il y a aussi une manière d'assumer ce qu'on est aux yeux du monde qui est quand même tout à fait étonnante et je trouve admirable. On va continuer à en parler ensemble dans quelques minutes. Colette et l'amour, Colette et les femmes, et puis d'abord et avant tout, Colette dans ses livres, parce que c'est aussi pour ça qu'on vous a réunis ce matin. On va vous retrouver tous les trois dans une vingtaine de minutes. Sabine Hautepin, Emmanuel Lambert, Frédéric Maget. Merci d'être avec nous. C'est les matins de France Culture qui continuent. Il est tout juste 8h. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Jean Lémarie.
Colette et la liberté comme boussole. Nous commémorons ce matin sur France Culture les 150 ans de la naissance de l'écrivaine. Nous n'y sommes pas tout à fait encore, ce sera à la fin du mois de janvier, mais pourquoi ne pas démarrer maintenant en vous donnant envie de découvrir ou redécouvrir les livres de Colette. Et pour nous y aider ce matin, 3 amoureux et amoureuses de son œuvre. Je rappelle que nous sommes avec la comédienne Sabine Autepin, avec Emmanuel Lambert, romancière et essayiste, et avec Frédéric Maget, président de l'association des Amis de Colette. Lorsque je vous ai laissé il y a quelques minutes, nous évoquions ce moment important, peut-être la deuxième grande partie dans la vie de Colette, à la fois écrivaine, journaliste, artiste de music-hall, la scène et la vie aussi avec Missy, personnage central, une femme. L'amour des femmes aussi chez Colette a beaucoup compté. Globalement, elle a été, même s'il ne faut jamais la réduire à cela, un moment important dans l'histoire des femmes. Elle a aimé des hommes et des femmes, elle a parlé des femmes. Est-ce que Colette était féministe? La question revient sans arrêt et je vous la pose aussi ce matin, Emmanuel Lambert. Oui, alors elle revient sans arrêt et je me demande bien pourquoi, à vrai dire. Parce que il faut bien distinguer quand on s'attaque à des écrivains et des écrivaines. La personne publique, ses déclarations, la personne privée, la manière dont elle vit sa vie et puis ce qu'elle écrit. Et alors, dans le cas de Colette, il me semble que cette question revient parce que souvent, on rappelle des propos rapportés dans une interview. Je crois, Frédéric, que c'est en 1910, c'est ça, au sujet des suffragettes, donc des femmes qui se battaient pour obtenir le droit de vote. Je rappelle que Colette, dans l'immense majorité de sa vie, n'aura pas eu le droit de vote, puisqu'elle meurt en 1954. Et donc où elle aurait dit que pour elle, voilà, ces femmes-là méritaient le fouet ou le harem. Et ça, je sais que c'est une position pour le coup qui est partagée par Frédéric parce qu'on en a beaucoup parlé tous les deux. On revient toujours à cette déclaration. Ça me semble un peu curieux parce qu'il y a quand même une part de provocation qui me paraît évidente là-dedans. Alors de deux choses l'une. Soit on sait que c'est ironique, donc on en rit et on ne considère pas que c'est une pétition politique. Soit on considère qu'elle voulait vraiment fouetter les suffragettes et à partir de là, on considère que c'est une pétition politique. Mais jouer sur les deux tableaux, je me demande bien pourquoi, à vrai dire. Ce qui est sûr, c'est que Colette n'a pas l'âme militante. Elle n'a pas beaucoup de convictions politiques à ma connaissance. En tout cas, dans ses livres, ça n'apparaît pas. Elle vit dans des milieux plutôt conservateurs. C'est des milieux qui sont émancipés du point de vue des mœurs, mais qui ne sont pas forcément des milieux très progressistes. Je pense à Willy, par exemple, qui était anti-Dreyfusard, qui avait un entourage très antisémite. Elle est baronne de Jouvenel dans les années 15-20. Quand elle épouse Henri de Jouvenel. Voilà, elle n'est pas exactement une passionnariat, effectivement, engagée dans les voies de progrès, même si elle mène sa vie d'une manière totalement libre et qui torpille, et moi c'est ça qui m'intéresse, qui torpille les normes de la société dans laquelle elle évolue. C'est-à-dire Colette ne se contente pas de la place qui lui a été assignée à la naissance, et cette place, elle brasse à la fois des questions de classe et des questions de genre, puisqu'elle vient d'une bourgeoisie très déclassée, sans argent. Par ailleurs, c'est une femme, et on ne peut pas dire qu'il y ait énormément d'opportunités qui s'offrent à une femme sans argent de sa génération, et elle se met à des endroits où personne ne l'attend. Et elle le fait publiquement. Et je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'elle aurait pu rester dans un milieu marginal, interlope, vivre sa vie, s'émanciper sexuellement, tout en restant cachée. Or, Frédéric le disait tout à l'heure, elle s'est battue pour récupérer les droits de son œuvre, elle s'est battue pour que son nom apparaisse, elle s'est battue pour être en pleine lumière, telle qu'elle était. Alors non, Colette n'avait à ma connaissance aucun engagement politique d'aucun ordre, mais son trajet, lui, est pour moi un précis de féminisme. Liberté des femmes ou d'abord liberté tout court, tout en étant une femme et la femme qu'elle avait envie d'être au fil du temps qui passait, Sabine Autepin? Alors aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est gender fluide, parce qu'en effet, elle a eu des histoires aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. Et puis aussi, on pourrait la trouver lacanienne, car enfin, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais cédé sur son désir, c'est vraiment Colette. Et en même temps, elle était extrêmement transgressive
pour son époque. Et en même temps, elle avait un goût pour le secret et pour son intimité qui faisait elle réordonnançait tout d'une certaine façon, mais il y avait une sorte de jet d'encre, c'est le cas de le dire, qu'elle projetait comme ça sur sa vie, sur son expérience, afin qu'on ne sache jamais vraiment ce qu'il en était. Donc c'est ça que je trouve ça, c'est intéressant, c'est le travail de tressage de l'écrivaine entre la vie et ce qu'elle met précisément dans ses livres avec des transpositions. Alors, il y a évidemment un grand modèle contemporain, c'est Proust aussi et tout ce qu'on peut trouver. Comment procédait-elle à cet égard, Frédéric ? Je crois que pour Colette, écrire, c'était subvertir, et c'était métamorphoser, c'était changer, c'était transformer. Et elle s'est servie de l'écriture pour devenir Colette, on le disait tout à l'heure, imposer son nom, son identité, ses identités multiples publiquement, construire son image pour ses lecteurs, pour la presse. Et aussi, ce que disait à l'instant Sabine, se jouer aussi du regard. Colette, elle se montre, elle se cache, elle se devine, elle se transforme, elle se métamorphose par l'écriture. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous disiez, à ce moment-là, elle consacre sa vie à la scène, mais en fait, Colette n'a pas cessé d'écrire. Et c'est tout en même temps, tout le temps. Tout le temps, et toute sa vie est tissée par l'écriture. C'est-à-dire, cette femme qui a passé sa vie à dire que si elle avait pu faire autre chose qu'écrire, elle l'aurait fait. Vous le rappeliez, elle l'a fait en partie, mais en fait, toute sa vie est tissée par les mots, par l'écriture, par la littérature. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le féminisme, elle n'est peut-être pas féministe au sens politique du terme, mais c'est quand même Colette qui a introduit dans la littérature la question de l'avortement, la question du désir féminin. En parlant extrêmement précisément. Et il faut rappeler d'ailleurs, écrivaine, elle disait ne pas l'être. Journaliste, elle l'était à coup sûr aussi. Hein. Elle disait les choses. Mais il n'y a pas de différence. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant chez Colette, c'est qu'elle nous amène aussi à repenser un certain nombre de représentations que nous avons de la littérature. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas trouvé sa place. L'œuvre de Colette, elle n'est pas incarnée par un roman ou par un texte. Vous parliez de Marcel Proust tout à l'heure pour La recherche du temps perdu. L'œuvre de Colette, elle est protéiforme. Vous employez l'image de kaléidoscope tout à l'heure. Elle est kaléidoscopique. Il n'y a pas de différence entre le journalisme, l'œuvre. D'ailleurs, la preuve, c'est que Colette réutilisait elle-même ses textes journalistiques pour en faire la matière de nouvelles œuvres. Tout est littérature, tout est écriture. Et quand on regarde d'ailleurs le trajet d'écrivaine de Colette, on s'aperçoit que de Claudine à l'école au Fanal bleu, son dernier texte en 1949, que nous dit-elle ? Ce qu'elle dit à Georges Simenon, pas de littérature. Abandonner la fiction, abandonner l'imagination, essayer de trouver une écriture qui soit au plus près de la vie ressentie charnellement. Vous rappeliez cette citation « Toute ma peau a une âme, moi c'est mon corps qui pense », c'est-à-dire retrouver par l'écriture un contact charnel avec le monde. Et ça, c'est effectivement la leçon de toute une œuvre et de toute une vie. Colette était-elle celle qui pouvait jouir de tous ses sens et le transcrire ? Oui, c'est l'image qu'on en a, mais quand on l'interrogeait précisément là-dessus, elle expliquait que c'était beaucoup plus compliqué. Toujours les contradictions de Colette. On l'écoute. Oh non. Oh non, je ne pourrais pas me borner à cela. Je ne suis pas d'une nature assez joviale pour me plier simplement à cela. Je ne suis pas assez gaie. Laissez-moi avoir ma petite opinion personnelle. Je ne pense pas que je sois très gaie. Je peux être optimiste, mais je ne suis pas très gaie. Et je ne désire pas, je n'aurais pas désiré être plus gaie que je me vois. Non, je crois avoir écrit quelque part que pour moi la gaieté était quelque chose de plus grave que celle que je voyais autour de moi. Je ne pense pas que j'ai beaucoup changé l'opinion, même maintenant. Cette gaieté qu'elle met là à distance, même qu'elle met à distance cette jouissance des sens qu'elle a pourtant tant mise en avant dans ses livres, et celles et ceux qui aiment Colette aiment aussi retrouver cela dans ses ouvrages. Est-ce qu'elle vous surprend là dans cet extrait, Emmanuelle Lambert ? À vrai dire, non. À vrai dire, non, parce que quand on a lu ses livres,
on sent une mélancolie latente chez Colette. Alors c'est Julia Kristeva qui a admirablement déplié tout ça dans son livre sur Colette, dans sa série sur le génie féminin. On sent cette mélancolie. Pour aller vite, c'est lié au paradis perdu de l'enfance, à la difficulté de la séparation dont avec vous cette nous parliez mère. tout à l'heure, on y revient toujours. Voilà, avec Sido. Moi, cet extrême me bouleverse parce qu'il y a un mélange, si vous voulez, de technicité d'écrivaine qui est habituée à la parole publique et qui est habituée à donner au public ce qu'il attend, tout en le lui retirant. Et ça, Colette, c'est toujours ça. C'est-à-dire, on croit qu'on arrive à la saisir, on croit qu'on arrive à l'attraper, et elle se retire. Et il faut une longue fréquentation, à mon sens, de ses œuvres, de ses livres, pour avoir une petite, je dis bien une petite idée, non pas de qui était Colette, non pas de qui était le personnage public, non pas de qui était la femme privée, mais de qui est l'instance qui écrit, qui est la personne qui écrit. Et ce que disaient Frédéric et Sabine est très juste tout à l'heure, c'est une figure d'ambiguïté, c'est-à-dire tous les visages qu'elle prend, tous les tours et les détours. Il y a un seul geste d'écriture, et ce geste d'écriture, c'est sa vie, c'est la manière dont elle mène sa vie et dont elle la tresse avec son œuvre. Et à l'intérieur de ça, la seule qui peut dire où elle se trouve, c'est elle-même. Et c'est une œuvre qui est à la fois d'une grande générosité, parce qu'elle est totalement ouverte. Elle est totalement ouverte à l'interprétation. Et il y a aussi une forme de souveraineté absolument impériale chez elle, qui est qu'elle est irréductible, et il n'y a qu'elle qui peut dire ce qu'elle fait. Irréductible, si on veut tout de même essayer de s'approcher de Colette. J'ai bien compris en vous écoutant que on revient à l'image du kaléidoscope. C'en est une, effectivement, qu'on va certainement pas la cerner d'un bloc. Par où faut-il commencer ? Voilà, je vais vous poser la même question à tous les trois, parce qu'encore une fois, je suis certain que parmi celles et ceux qui nous écoutent, certains ont fréquenté Colette et d'autres, en vous entendant, vont avoir envie de la fréquenter. Frédéric Maget, pour ouvrir un livre de Colette, où va-t-on ? Écoutez, il y a plusieurs façons d'aborder l'œuvre, c'est évident. Moi, je vous citerai la façon dont je l'ai découverte quand j'avais 13 ou 14 ans, en lisant La Vagabonde, qui est un roman qui m'a frappé à l'époque, quand j'étais jeune adolescent, par l'héroïne, Renée Néré, un personnage qui ne ressemble pas aux autres personnages de la littérature, en tout cas celle que je lisais à l'époque, par le regard qu'elle porte sur elle-même, sur les autres, sur les relations amoureuses, par aussi le caractère déconstruit de ce roman, qui est à la fois effectivement un roman traditionnel, un roman dialogué, un roman épistolaire ou par lettres. Enfin, il y a quelque chose de très composite qui dit beaucoup de l'œuvre à venir aussi. Donc je dirais La Vagabonde, et j'ajouterais pour ceux qui connaissent peut-être déjà Colette, une petite curiosité, aller regarder La Femme cachée, qui est un recueil de textes courts absolument extraordinaire, où la maîtrise de Colette y est vraiment supérieure et magistrale, et vous verrez, c'est un texte assez étonnant de Colette. Maîtrise, quand vous dites maîtrise stylistique. Maîtrise stylistique, mais aussi... Parlez-nous un peu du style aussi de Colette quand vous parlez de maîtrise. Vous avez combien de temps On peut prendre la matinée. Xavier Mauduit va être ravi si on retarde le début de son émission. Le style de Colette tel que vous le voyez là dans cet ouvrage et qui vous frappe, qu'est-ce que c'est ? Alors, dans cet ouvrage, parce que j'allais dire le style de Colette, il est difficile à saisir parce qu'il est aussi protéiforme, changeant, et il a évolué en fonction des périodes de sa vie. En tout cas, dans La Femme cachée, qui est donc un texte des années 20, donc c'est vraiment la pleine maturité du style de Colette, l'expérience du journalisme lui a permis de resserrer ses moyens. Donc ce sont des textes très courts, très efficaces, dans l'esprit, si on veut, de la nouvelle, à la fois par la construction, l'attaque, la fermeture, des phrases qui sont plus courtes, plus incisives qu'elles ne l'étaient, par exemple, dans La Vagabonde, ou surtout dans Les Vrilles de la Vigne, bien sûr, en 1908, et surtout ce goût du mot, ce que rappelait tout à l'heure Sabine, ce goût du mot juste, ce goût du mot meilleur et meilleur que meilleur, et elle arrive à saisir, avec une économie de moyens extraordinaire, qu'on retrouverait dans les dernières pages de La Fin de Chéri aussi, avec une économie de moyens, en 2-3 petits détails apparemment insignifiants, des choses qui vous révèlent tout un monde. Je prends un exemple, il y a un texte où elle décrit la main, une main. C'est une femme qui vient d'épouser donc quelqu'un, et première nuit ensemble, et elle n'arrive pas à dormir, et elle regarde son compagnon à ses côtés, et elle voit la main de ce compagnon. Et son regard, d'un seul coup, est happé par cette main, et elle va concevoir de cette simple observation une détestation foncière pour cet homme. Et c'est absolument extraordinaire. Tout est fait en jeu de masque, on cache et on révèle. Et c'est vraiment un texte magnifique. Sabine Hautepin, votre conseil pour découvrir ou redécouvrir Colette, encore une fois ? C'est très difficile parce que moi j'ai eu une appétence absolue pour tout ce qu'elle a écrit.
Je l'ai découverte quand j'avais 13 ans à travers un recueil qui était composé par Robert Phelps, qui était un journaliste et critique américain, et qui n'a absolument rien introduit de lui-même dans le livre, qui s'est contenté, qui a organisé de façon subtile et intéressante, de manière chronologique, les textes de Colette. Donc je suis rentrée là-dedans de cette façon. Et moi, je dirais aussi, c'était une grande épistolière, et donc de se pencher sur sa correspondance. Vous parliez des femmes tout à l'heure. Elle a eu beaucoup d'amis avec qui elle correspondait, avec qui elle n'avait pas d'ailleurs forcément des liaisons. Hein, c'était que ce soit Moreno, que ce soit les lettres aux petites fermières, qui sont des jeunes femmes qu'elle a soutenues à une certaine époque. Voilà, c'est merveilleux, quoi. Et aussi de regarder les critiques théâtrales, parce que vous voyez, ça aussi c'est un aspect de sa vie. Elle allait énormément au théâtre. Vous parliez de Colette journaliste, eh bien, elle rendait compte des spectacles qu'elle allait voir, et ça renseigne aussi beaucoup sur la vie de l'époque. Voilà. Et puis peut-être Lévry de la Vigne et la maison de Claudine. Vous voyez, je ne peux pas m'arrêter, mais la maison de Claudine, parce que chaque petite, c'est un bijou. C'est absolument chaque nouvelle et chaque passage est un bijou absolu. Emmanuelle Lambert, quelle partie du bijou retenez-vous? Je reprends l'image de Sabine Audepin. Alors, ce qui est formidable avec Colette, c'est que selon les âges de la vie où vous vous trouvez, vous allez pouvoir vous retrouver dans un livre, et ça va bouger en fait au fil des années. Donc moi, il se trouve que là, au moment où j'en suis, moi, comme femme et comme écrivaine, il y a un livre que je trouve absolument dément qui s'appelle La naissance du jour, qui est un livre qui date de 1928. On dit que c'est l'invention de l'autofiction. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Serge Dubrovski qui était bien placé pour le savoir. C'est un livre que je trouve absolument génial par sa liberté, justement. C'est-à-dire là, il y a une liberté formelle qui est folle. Colette procède par collage, elle recopie, tout en les déformant bien sûr, des lettres de sa mère. Elle se met en scène elle-même comme Colette écrivant, et aussi comme personnage de roman. C'est une femme qui arrive au milieu de sa vie, qui est à un moment de bascule, où elle hésite encore à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, peut-être à souffrir, mais bon, bref, c'est un livre admirable. Et il y en a un autre, et ça c'est mon goût personnel, voire mon obsession pour les livres de souvenirs, j'adore les livres de souvenirs des grands écrivains, qui s'appelle L'Étoile Vespère, qui est l'avant-dernier livre, qui est une merveille de désinvolture apparente. Or, sous la désinvolture, il y a toujours une hypermaîtrise en réalité chez Colette. Mais là, dans ce livre, elle a l'air de gambader comme ça, d'évocation en évocation, de souvenir en souvenir. Elle parle notamment de ses années de journalisme dont Sabine vient de parler. Elle revient sur sa vie, elle est déjà vraiment âgée. Et c'est une merveille parce que les époques surgissent et les âges de la vie surgissent avec elle. Voilà quelques conseils de lecture pour celles et ceux qui voudront aller en librairie ou en bibliothèque à la rencontre de Colette. J'ai retenu tout à l'heure une phrase, Frédéric Maget, dans ce que vous nous avez dit, et on ne s'y est pas encore arrêté. Vous l'avez glissé comme ça en passant. Colette n'a pas trouvé sa place, dites-vous. Pourquoi ? Les raisons sont sans doute multiples, mais en tout cas, je vais vous donner un élément. Vous disiez en introduction que c'était bientôt le 150e anniversaire de la naissance de Colette. Il va y avoir beaucoup d'expositions, mais il n'y en aura aucune à Paris, aucune à la Bibliothèque nationale de France, aucune dans des grandes institutions. Alors, est-ce que Colette dérange toujours ? Ça me plairait assez comme hypothèse. Hélas, je ne crois pas que ce soit la bonne. Je crois qu'elle n'a pas trouvé sa place. Peut-être parce que, je le disais tout à l'heure, comprendre son œuvre, c'est accepter de revenir sur un certain nombre de certitudes que nous avons sur la littérature. Qu'est-ce qu'une œuvre ? Qu'est-ce qu'un auteur ou une autrice ? Quelle place accorde-t-on véritablement aux femmes dans l'histoire de notre littérature ? Toutes ces questions, Colette les pose, et je ne suis pas sûr, malgré tous les travaux formidables, qu'elle ait trouvé leur réponse. En tout cas, je suis content que les ouvrages d'Emmanuelle Lambert, de Françoise Cloarec, de Bénédicte Vergé-Chaignon, la réédition en Pléiade de romans de Colette, cette émission permette peut-être au Cahier de Lerne qui reparaît, et puis la postérité aussi de Colette, puisque vous publiez, vous, dans le courant de l'hiver, début février, Notre Colette chez Flammarion, portrait de Colette par ses lectrices. Vous avez cherché les traces de Colette aussi chez des femmes plus tard, jusqu'à la bibliothèque de Marilyn Monroe.
Figaro, j'ai vu. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que Colette n'a peut-être pas trouvé sa place dans l'institution littéraire, mais elle a trouvé sa place dans toutes les bibliothèques. Je connais vraiment très peu de personnes qui n'ont pas quelque part dans la bibliothèque d'un grand-parent, d'une grande-tante, souvent de femmes, il faut le dire quand même, un livre de Colette. Colette fait partie de notre patrimoine littéraire. Elle est rentrée même dans notre inconscient collectif. Je regrette qu'elle n'ait pas trouvé dans notre institution la juste place qui est la sienne, c'est-à-dire une des premières. Sabine Audepin, vous l'avez lu, Colette, beaucoup de lectures de Colette. Dès que vous le pouvez, vous l'avez fait encore ce matin pour nous. Vous portez ces mots dans votre voix. Est-ce que votre explication est la même? Parce que ça doit vous saisir tout de même, vous qui aimez Colette depuis si longtemps, de voir qu'elle n'a pas dans la reconnaissance nationale officielle, malgré les obsèques officielles dont je parlais, les funérailles nationales tout à l'heure, et bien malgré ça, voilà, quelque chose manque encore. Pourquoi, à votre avis ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Je pense parce que les gens ne la lisent pas. Voilà, parce que les nouvelles générations. Enfin, c'est pas que les gens ne la lisent pas. Les nouvelles générations, enfin les gens qui aujourd'hui justement conçoivent des expositions, réfléchissent à des spectacles, je ne sais pas, n'ont pas la pratique immédiate de ce texte. Voilà. Est-ce que plutôt que de parler moi, parce que moi c'est pas très intéressant, est-ce que je peux vous lire juste toujours. Voilà. D'abord, c'est intéressant de vous entendre. Non, mais... Deux, on est ravis d'entendre Colette. C'est mieux d'entendre Colette. Allons-y. Et c'est dans la relation avec Sido, voilà, qui comme et on y revient. Emmanuel la figure de Sido, la matrice, de sa mère. Voilà. Et c'est pareil, c'est dans la maison de Claudine. C'est toujours dans le même texte que j'ai lu tout à l'heure. Quand je t'ai mise au monde, toi la dernière, Minet chérie, j'ai souffert 3 jours et 2 nuits. Mais je n'ai jamais regretté ma peine. On dit que les enfants portés comme toi, si hauts et lents à descendre vers la lumière, sont toujours des enfants très chéris, parce qu'ils ont voulu se loger tout près du cœur de leur mère et ne la quitter qu'à regret. Ah oui, ça valait le coup, effectivement. Emmanuel Lambert, je vous voyais réagir à ce que disaient Frédéric Maget et Sabine Audepin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je voulais juste souligner qu'il y a eu un moment où Colette a régné quand même, c'est après-guerre, où elle entre au jury du Goncourt, elle est extrêmement célèbre. D'ailleurs, vous montrez dans votre livre aussi à quel point elle a été photographiée, par exemple. C'est extraordinaire. Absolument, il y a notamment la fameuse photo d'Irving Penn, mais il y en a beaucoup d'autres. La figure installée dans son petit appartement du Palais Royal à Paris. Oh là là, attention. Voilà, c'était une très grande star. Et puis, il y a eu comme une sorte d'endormissement, je suis assez d'accord avec Frédéric, qui est en décalage total, à mon sens, avec le lectorat réel et fervent et important de Colette. Et alors, on ne l'a pas dit, mais moi, je vais parler de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire on est quand même en droit de se demander si c'est pas parce que c'est une femme que l'institution est moins prompte à courir et à célébrer son génie. Posez la question, mais est-ce que c'est votre réponse après avoir longuement compagnonné avec Colette ? Je pense qu'il ne peut pas y avoir une seule réponse. Mais je pense qu'on ne peut pas exclure de cette chose-là aussi le fait qu'elle s'est mise en scène comme femme, qu'elle a elle-même joué de cette position qu'elle avait au sein de la littérature féminine. Elle écrivait notamment dans la presse féminine, elle prodiguait des conseils à ses lectrices, et que donc on a eu tendance à la minorer, à la réduire à des choses un peu croustillantes, comme une sorte de super cocotte très intelligente, et à pas voir tout simplement que c'est le cerveau, la pièce la plus spectaculaire du corps de cette femme. Voilà. Merci infiniment à tous les trois. Vous nous donnez à coup sûr envie de lire, d'ouvrir ces livres de Colette. Sabine Audepin, merci aussi d'être venue les bras chargés de lecture. Je signale que vous êtes en ce moment au théâtre à Paris dans la pièce de Jean-Marie Besset, Duc et Pioche, dialogue entre Madame de Lafayette et Monsieur de la Rochefoucauld. C'est au théâtre de Poche Montparnasse. Frédéric Maget, je rappelle le Cahier de Lerne, nouvelle édition consacrée à Colette. Et puis une autre Colette à paraître au mois de février chez Flammarion. Et votre livre, Textes et photos également, Emmanuel Lambert, Sidonie, Gabriel, Colette, paru il y a quelques semaines chez Gallimard. Un grand merci à tous les trois. On peut retrouver cet entretien sur franceculture.fr. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité.